décorer cette salle pour animer cette conférence de Gérard Idriss Lamari. Né en 1958 à Elbeuf, près de Rouen, en Normandie, Gérard Lamari quitta tout petit la France avec ses parents pour s'installer en Kabylie. Il fit ses études du cycle primaire et moyen à Acton, avant d'aller poursuivre ses études du cycle secondaire à Bégère, une ville qui a des lauréats du savoir et un carrefour des brassages civilisationnels. En 1977, il rejoignit l'université de Tizi Ouzou pour poursuivre des études en sciences exactes. Il fait partie de la première promotion accueillie à l'université de Tizi Ouzou. Épris de liberté et cramponné aux valeurs de justice, il défie en côté d'un certain nombre de ses camarades étudiants le parti unique ainsi que ses organisations satellitaires. Après un mois de grève entre octobre et novembre 1979, l'université de Tizi Ouzou se dota d'un comité autonome et hétérogène, le comité des étudiants. Acteur majeur des événements du printemps berbère 80 et du printemps de la Sommane en 81, il quitta l'Algérie au début des années 90 pour s'installer en France et enseigner à l'université de Toulouse. Malgré la distance, il continua à contribuer à la lutte pour la démocratie et la reconnaissance de la langue et de la culture berbère. Gérard, pour le résumer, c'est le communard réfractaire du côté maternel et le kabyle rebelle du côté paternel. C'est un témoin vivant de cet événement marquant de l'histoire de l'Algérie post-indépendance, le printemps berbère 1980. Le printemps berbère 1980 était le printemps de l'insurrection radicale contre les gardiens du temple de la tyrannie. C'est la résurrection d'un peuple qui a été raffiné et réduit au silence. C'est la déconstruction de la doxa dominante et la remise en cause d'une chimère politique d'une Algérie arabe et musulmane. C'est l'éclosion d'une pensée subversive portant les graines d'espoir pour un pays laminé par les conflits et traversé par des crises diverses, économiques, politiques, sociales, démocratiques et existentielles. L'élément déclencheur était l'interdiction de la conférence de l'écrivain et anthropologue Mounir Mamri sur son livre Les points kabyles anciens. Or, cette interdiction ne fut ni la première ni la dernière. Dans un pays où l'interdiction, la discrimination, le mépris, la haine font la devise d'un régime de scélérat. Gérard Lamari nous honore de sa présence en ce jour pour évoquer, nous raconter le printemps berbère, mais aussi partager l'actualité politique actuelle. C'est avec plaisir que je laisse la parole à Gérard Lamari afin de discuter du lien entre le passé et le présent. Merci d'ouvrir par votre présence cette conférence. C'est pas la peine. Je pense. Sans micro. Ça va comme ça? Ça va. C'est mieux. C'est mieux. Oui, il y a de l'écho. Je suis obligé d'être à la hauteur de là. J'étais déjà à la hauteur. Bien, chers amis, je suis heureux d'être parmi vous. Je me suis déjà exprimé quelques fois à Paris, même plusieurs fois. Je remercie donc Amar et son association Papu Livre de me donner la parole. Comme à mes habitudes, mes propos ne seront pas lénifiants. Mais j'espère objectif et lucide. Ça a toujours été ma façon de procéder. Je vous suggérerai donc une parole ouverte, critique, constructive, desquelles j'espère que votre serviteur s'exposera, certes, mais l'immense avantage de la démarche sera de favoriser l'échange. Je vais essayer de faire une intervention
qui j'espère ne dépassera pas les 40 minutes, sinon je vais abréger. Je ne vais pas faire comme à Toulouse, ça a duré 1h30 et ça n'a pas laissé la place au débat. Je vais essayer de rectifier ça. Voici quelques points que je propose de développer. La genèse du mouvement d'avril 80, l'acte fondateur de ce mouvement, son substrat de mai 81, du vieillisme, et dans quelle mesure le printemps amazigh a-t-il débloqué l'histoire en Afrique du Nord, c'est-à-dire Tamazgha, c'est-à-dire Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, îles Canaries aussi. Bon, c'est un programme ambitieux. On va essayer de le contenir en 40 minutes. Je vais aborder un tout petit peu l'histoire du Hirak, qu'on appelle Fenkala chez lui. Sa spontanéité merveilleuse, puis ses déconvenues flagrantes. Et le plus important sera évidemment la situation actuelle et où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on peut aller, etc. Tout d'abord, pour comprendre l'évolution historiographique depuis 40 ans, il est nécessaire de planter le décor des années 70. Les années 70, je dirais que c'était les plus belles années de l'ASM. Et il a fallu s'en défaire. Donc, quelques petits exemples des années 70. Resserrement accru des libertés, à tel point que l'étau devient insupportable. C'est dans ces années-là que le régime totalitaire s'est mis en place. Alors, exemple, là, je ne vais pas en citer 200. Enlèvement et disparition d'opposants, mise au pas des velléités syndicales, chasse aux sorcières, des communistes, des cabines, etc. Dissolution de l'UNEA et surtout pour moi, mise en place d'une liste fermée de prénoms arabo-musulmans. Est-ce qu'on peut peut-être monter La lui, peut-être le micro. Je sais pas. le pied, non, il se monte pas. Ce sera mieux de le tenir. Et comme ça. Voilà, Hein? c'est mieux. C'est mieux. Si je tiens le micro comme ça, la conférence devient payante. C'est pas grave. Bon, donc, installation d'un régime dictatorial, même la chasse au couple. Il y avait la chasse au couple. Bon, parallèlement, il y a eu un finissement d'une relève berbériste, mais aussi, il faut le dire, de l'islamisme radical. En Kabylie, donc, on avait une influence grandissante de la Kabylie berbère, révélée, conscientisation des lycéens, etc. L'essor de la chanson kabyle, théâtre de Katabiassi, la guerre de 2000 ans, bon, ça, vous connaissez tout ça. Alors, j'aimerais resituer le mouvement de 80. Question que je vais me poser et que je vais vous poser aussi. Est-ce qu'il a débloqué l'histoire en Afrique du Nord? Le mouvement de 80. Dans un premier temps, je dirais oui, et dans un second temps, je dirais non. Je vais expliquer pourquoi. Et à travers ces questions, on abordera la question: que sont devenus les idéaux de 80? Et en filigrane, donc, quel est le chemin parcouru? Quel est le bilan? Quel est l'état des lieux du berbère en Kabylie et en Afrique du Nord? Pourquoi la Kabylie est une nation qui doit s'affirmer? Là, je donne mon opinion.
faut-il franchir et proclamer une souveraineté kabyle? Comment? Et quelle démarche? Bon, bref, je reviens aujourd'hui. Bref état des lieux d'aujourd'hui, en Kabylie, il y a l'état visible et l'état invisible. L'état visible, tout d'abord, à chaque visite, tout le monde le dit, hein, on a l'impression que la Kabylie se désagrège sans fin. Quelques exemples. L'état de droit est une fiction. L'état d'urgence est la règle. Des rapts, délinquance, incendies et des forêts, notamment la dernière, grand incendie de Kabylie. Route abandonnée, pas de projet, fuite à l'étranger, éducation sinistrée. Bon, j'arrête, sinon on aura le moral à zéro. L'état invisible, pour moi, ça c'est peut-être plus important, l'état invisible. Le peuple kabyle, peuple de 10 millions d'habitants, est déboussolé. Bon, ça, on s'en aperçoit. Ce qu'on ignore peut-être, c'est la perte des codes. Et ça, c'est important, très important. Alors, c'est quoi la perte des codes? Je vais donner 2 exemples. Par exemple, vous demandez à un maçon de vous construire un mur. Il va vous dire, est-ce que vous avez le ciment, le sable, les briques, etc. Oui, j'ai tout ça. Il va vous dire, demain matin à 8 h, je commence le chantier. Et puis le lendemain à 8 h, il ne vient pas. Vous le rencontrez quelques heures plus tard. Pourquoi tu n'es pas venu construire mon mur? Il va vous répondre, sors. Ça, c'est un exemple. Et véridique. Hein? Il est pas la moitié. Deuxième exemple. Là, c'est moi qui l'ai vécu. Je devais rentrer d'Akbou à Alger. Enfin, je voulais aller à l'aéroport. J'ai pris rendez-vous avec un taxi. On a convenu qu'on démarrait à 8 h du matin pour réussir à arriver à temps à l'aéroport. Et bien, à 8 h du matin, il n'est pas venu. Il était pas là. J'ai attendu jusqu'à 9 h, il n'est pas venu. Et donc, je recours in extremis à un clandestin. C'est un clandestin qui m'a amené à l'aéroport. Voilà, 2 exemples. Il y en a une multitude comme ça. Ça s'appelle la perte des codes. Le non-tenu des paroles. Il y a donc une déliquescence flagrante des valeurs. Plus l'islamisation rampante, annihilante, etc. Donc l'autorégression circulaire a vraiment de quoi donner le tournis et semble ne pas trouver de fin. Tout ça, je pense que ça vient de à partir de 2001. Le mouvement a reçu un coup sur la tête et jusqu'à présent, on s'en est pas remis. Je reviens aux prémices de 79. Le centre névralgique du mouvement berbère et démocratique était dans l'enceinte universitaire de Tizi Ouzou et pas ailleurs. Ses principaux acteurs étaient les étudiants et une minorité d'enseignants, FFS, PRS. PRS, Parti de la Révolution socialiste. En 1979, l'université de Tizi comptait moins de 2000 étudiants, c'est-à-dire très peu. Et en 2 années d'existence, il y a eu une fusion, je dirais, entre les étudiants de l'ULS, de Diayet, de Tizi, et ça a donné une mayonnaise magique. C'est pour ça que, même si on n'était pas nombreux, il y avait une confiance absolue. Pour comparer au chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, et bien aujourd'hui, l'université de Tizi compte
plus de 55 000 étudiants mais elle a un poids politique considérablement amoindri par rapport aux années 79-80 où il n'y avait que 2000 étudiants. C'est-à-dire que la baudruche s'est dégonflée quelque part. Tout ça, ce sont des constats. Bon, pour lancer le mouvement, bon, un bref rappel, déjà il a fallu virer l'UNJA de l'université et on a mis en place le premier comité autonome étudiant de l'Algérie. Le premier comité autonome de l'Algérie, c'était les étudiants de Tizi. Une fois que notre comité a été reconnu, on a décidé de prendre en charge le problème culturel, comme on l'appelait à l'époque. Et c'était dans ce cadre-là qu'on a invité Louis Magnet qui devait venir le 10 mars donner une conférence. En parallèle, il y a eu la grève réussie des baafistes. Et nous, ça nous a laissé un goût vraiment saumâtre. Il nous fallait réagir, et nous avions réagi. Voilà, une petite parenthèse sur la conférence de Louis Magnet. Peut-être que c'est pas connu. On n'avait mis que 3 affiches sur du papier A3, sur 3 affiches seulement, à l'intérieur de l'université de Tizi. On n'avait pas de flyer, on n'avait pas tout ça, comme maintenant. Et ces 3 affiches ont drainé une masse énorme, peut-être 2000 personnes, pour assister à une conférence. Et puis on voyait les immatriculations 06, 15, 16, Vieillesse, Alger, Tizi Ouzou. Et il n'y avait plus de place pour se garer. Il se garait très très peu. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une soif terrible. 3 petites affiches ont drainé tout ça. Bon, comme vous le savez, la conférence a été considérée comme suspecte et ils l'ont interdite. Et le lendemain eut lieu la première manifestation à Tizi Ouzou. Et puis ça a engendré donc tout le mouvement. Bien, pour resituer le mouvement de 80, bon, c'est la chape de plomb qui a fait sauter la marmite, la chape de plomb de la dictature. Et puis il y avait une réaction émanant de nous. Alors nous, c'est l'extrême gauche, c'est une frange du groupe d'études berbères qui a intégré le FFS par la suite, quelques enseignants, quelques médecins. Voilà. Le mouvement était très démocratique, ouvert à tous, mais on demandait au pouvoir d'accéder à nos revendications. Nous croyons qu'en manifestant massivement, on pouvait faire basculer le pouvoir de notre côté, parce que nous pensions, on nous avait dit qu'il y avait des ennemis au sommet de l'État, mais ils ne peuvent pas intervenir tout seuls. Mais tout ça, c'était une erreur. Bon, en 81, le mouvement fut redynamisé par la vallée de la Soumane, qui a repris les mêmes thèmes et qui a rajouté le non-détournement de l'université de Vieillesse, parce qu'il allait détourner sur Gégé. Bon, ça, ce point-là a été gagné, mais seulement celui-là. Alors, une petite parenthèse sur avril 80, sur le 8 avril 80 au 20 avril 80, c'était l'occupation de l'université.
puisqu'il y a eu une répression des manifestations à Alger la veille. Donc la communauté universitaire, c'était plus les étudiants, c'était la communauté universitaire avec ses trois composantes, les étudiants, les enseignants, les travailleurs. Donc, la communauté universitaire a décidé l'occupation de l'université de Tizi de manière illimitée. Il y avait un vent de liberté qui s'installait. Je vous en parle, c'est pour situer l'ambiance. Alors, durant l'occupation, on n'a pas occupé l'université, puis il y avait des activités culturelles 24 sur 24. 24 sur 24. On pouvait voir une pièce de théâtre à 2h du matin, par exemple. On pouvait écouter un chanteur à 4h du matin. La journée, toute la journée. Et on a profité de cette occupation pour faire passer tout ce qui était interdit. Et c'est pour ça que, entre autres, la programmation était très riche. Parce que des artistes interdits, il y en avait beaucoup. Donc on les faisait passer, d'où les activités culturelles 24 sur 24. Un jour, la population est descendue à l'intérieur de l'université, à Sinawa. Ils nous ont dit, on ne sait pas ce qui se passe, vous ne donnez pas d'informations. Est-ce que on donne des informations par tract, mais peut-être qu'on ne touche pas tout le monde. Nanard, donnez-nous des informations. Alors, on a bâti une estrade comme cette table, on a installé une solo et on l'a donné à la population. Ils étaient 2000 peut-être. Les informations dont nous disposions. Et à midi. Et on leur a donné la parole. Et on leur a demandé de donner leurs informations s'ils en avaient. Et ils en avaient. Michelin, les informations de Michelin, Pierre Zogan, etc., etc. Et à partir de ce jour-là, on a instauré le bulletin d'information de midi. Tous les jours à midi, la population venait et on échangeait, on donnait notre bulletin d'information et eux aussi complétaient avec leurs propres informations. Voilà, je tiens à souligner que les filles, on n'en parle presque pas, mais les filles ont joué un rôle important. Elles n'étaient pas au premier plan, certes, parce que c'est difficile pour les filles, pour les Ukrainiens, à cause de la pression des parents, mais elles ont joué un rôle important. Elles étaient dans la commission de garde, etc. Elles ont beaucoup travaillé. Et c'était un travail qui n'était pas très voyant. Mais bon, nous, on voyait bien qu'elle poussait. Voilà. Le pouvoir qui ne connaît que les coups de force, il sait réprimer les complots, les attentats, etc., comme il a fait pour les attentats. Mais il a été surpris par cette vague de jeunes, cette vague massive et pacifique. Là, il était désarmé, il n'était pas habitué à ça. Bon, au fil du temps, il a compris comment nous combattre. Mais au début, il était complètement désemparé, il ne savait pas quoi faire. Et puis, on n'avait pas peur. On s'affichait ouvertement. Évidemment, le mouvement s'est élargi aux usines, ainsi qu'à la société civile. Il y avait les grèves des unités de production, meetings dans les lycées de la région, occupation de l'hôpital de Tizi Ouzou, etc. Il y a même eu une grève générale le 16 avril 80. Une grève générale de toute la ville, les commerces étaient fermés, tout était fermé. Tizi était devenue, ce jour-là, une ville morte. Un petit mot sur la solidarité.
parce qu'il était possible qu'on le coupe les vivres. Parce que c'était le restaurant universitaire qui assurait tout ce qui est la logistique de restauration. Et la cité déjeuner qui est juste au-dessus de l'université de Tizi s'est proposé, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit si on vous coupe les vivres, on se charge de la restauration, tout le quartier, on s'est organisé, on va se partager les rôles pour alimenter l'université de Tizi. Et là, ça nous a donné beaucoup de bon cœur. Ils étaient presque. Donc la population et l'université de Tizi étaient fusionnés, en quelque sorte. Bon, finalement, ils nous entendent supprimer les vivres. Petite analyse de mouvement de 80. Bon, les axes. Deux axes. Déjà, le règlement du problème culturel identitaire, lever le tabou berbère, ouverture du berbère en médias, par exemple la télé en berbère, droit à l'écriture aussi, c'est une revendication de droit à l'écriture, on n'avait pas le droit à l'écriture de berbère. Et puis le deuxième impact, ou le volet, c'était les libertés démocratiques, liberté de journaux, et écriture objective de l'histoire. Donc, ce mode opératoire restera figé dans le temps, ça sera toujours comme ça, jusqu'à quasiment aujourd'hui. Stratégie de ce mouvement, je répète, pacifique, combat contre l'unicité arabo-islamique, mouvement ouvert et moderne. Ce mouvement était légaliste, mais hors des structures de l'État. Donc c'est très particulier. Légaliste, c'est-à-dire, bon, il ne cherchait pas à renverser le pouvoir. Et ça sera reconduit dans tous les mouvements qui ont suivi. Le mouvement de 80 a-t-il débloqué l'histoire de l'Afrique du Nord? Oui, parce qu'il y a eu la création des droits de l'homme en 85, il y a eu les révoltes de 86 à Constantine, révolte de 88 à Alger, légalisation des partis politiques en 89, bien que la façade, bien que la démocratie fût de façade, et surtout à usage externe. Autre chose qui permet de dire que le mouvement a débloqué l'histoire, le 20 avril est célébré chez les Chamis, chez les Chlais, chez les Rifins, à Goulmima au Maroc, en Libye, et même aux îles Canaries. Donc il s'est bien propagé. Cependant, je mets un bémol. Il est resté algérianiste. Il proclamait l'unité dans la diversité pour ne pas se faire taxer séparatiste. Respect de la légalité, gentil. Donc il restera cantonné dans ce cadre toute la suite. Prenons juste par exemple le MCB qui a fait des démonstrations massives. Ça n'a rien changé. Il y a même eu la grève du cartable en 1994, donc une année blanche, qui a été vraiment inopérante. C'était une grande erreur et un grand échec. Et d'ailleurs, cette histoire de grève du cartable a été reprise par les Kurdes. Il y avait des idées, mais bon, des fois, on ne concordait pas avec la réalité. Un petit mot sur le printemps noir de 2001. Entre parenthèses, la formule
Printemps Noir et de Bensuda Jamel, qui est un ami d'enfance. Oui. Alors bon, il y avait un tassement des deux grandes formations politiques kabyles, le FFS, qui est une rupture totale avec le pouvoir central. Stratégiquement, c'est le reproche que je peux lui faire, il s'est mis objectivement à la remorque des islamistes. Lui, c'était le pouvoir qu'il voulait abattre. Le RCD, c'est le contraire. Collaboration avec le pouvoir pour éradiquer les intégristes. Mais ces deux approches ont considérablement affaibli la Kabylie. Parce qu'il y avait des luttes fratricides. Je ne vais pas plus loin sur ça. Si on veut avancer dans l'analyse objective, parlons du paradigme kabyle. On constate un paradigme systémique qui va constamment être reconduit, y compris au Maroc, c'est-à-dire on les a influencés de manière négative. Et ce syndrome, c'est un syndrome suicidaire, c'est-à-dire nouvelle forme de lutte, grève du cartable, pour accoucher du HCA, que je considère comme étant une insulte, manifestation bon enfant. Et tout ça s'est reproduit au Maroc. L'erreur primale sur l'analyse du pouvoir, c'était le faire basculer, comme l'ont fait les platistes, partage aussi de l'héritage du mouvement national, du PPA notamment. Je ne vois pas ce qu'on a à partager avec le PPA, personnellement. Mystification du congrès de la Soumane, qui a scellé le sort de la Kabylie. N'oublions pas qu'il faut démystifier le congrès de la Soumane, parce que ce congrès de la Soumane a pris des résolutions contre les berberistes, et ils ont décidé de les liquider physiquement. Et ils en ont liquidé physiquement. Donc je vois pas pourquoi je vais faire l'apologie de quelqu'un comme Abba Namazan, par exemple. Beaucoup d'intellectuels se cassent les dents sur l'analyse du pouvoir réel. Ce pouvoir réel, c'est quoi? Le pouvoir réel algérien. Certains le définissent comme socialiste à la dérive et naufragé pour certains. Socialiste à la dérive, naufragé. D'autres le qualifient de dictateur, voire fasciste. D'autres le qualifient d'arabo-islamique et anti-berbère. Personnellement, je considère que c'est une dictature militaire complète, qui n'est pas arrivée au fascisme, parce que le fascisme, c'est le stade ultime, c'est une idéologie. Enfin bon. En fait, l'idéologie a varié selon les conjonctures. Ceci dit, sa constante a toujours été anti-berbère et particulièrement anti-kabyle. Et ça, on le sent tous les jours, on le voit tous les jours, et on le voit aujourd'hui avec tous les détenus kabyles. Il y en a quelques autres, mais la majorité sont kabyles. Venons-en au pouvoir réel et qui le détient. Il faut répondre à la question. Qui détient le pouvoir réel en Algérie? Les 6 chefs de région militaire, les patrons du DRS. Constatons au passage
que le chef d'État qui est civil n'a aucun pouvoir. On peut y revenir après. Côté stratégie de ce pouvoir réel, démocratie de façade à usage externe, alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de démocratie, on constate que néanmoins, on constate qu'il n'y a jamais eu, depuis 1962, d'alternance politique en Algérie. Ça a toujours été les mêmes, des militaires. Un coup, ils mettent en exergue le FLN, un coup, ils mettent en exergue le RND. Et je crois que ce constat peut être facilement partagé par tous. Quelles sont les constantes du mouvement de 80 à nos jours? Je vais être sévère contre vous, j'en fais partie. Hein. Pas de pensée, mais des revendications. Pas de bilan. Personne n'a fait le bilan du MCV. Personne n'a fait le bilan de la grève du cartable. Pourtant, elle a laissé un traumatisme profond. Personne n'a fait le bilan du mouvement du printemps noir. Pourtant, c'est un mouvement important. Côté discours de notre camp, les discours et les mots d'ordre sont radicaux. Radicaux. Et c'est bien. Mais on a toujours fait la surenchère dans l'oppositionnel. Des exemples très simples. Nos mots d'ordre, c'était quoi? Entre autres. Oulesh Nahoulesh. C'est un mot d'ordre du rare quand même. Pouvoir assassin. Mot d'ordre d'Assas. Pouvoir fasciste. Cabinet noir. Pouvoir mafieux. Tout ça, c'est dans mot d'ordre. Et on les a même écrits. Donc, des mots d'ordre très radicaux, mais côté démarche, nous avons toujours fait des revendications réformistes. Donc, c'est quelque chose d'antinomique là-dedans. Comme par exemple la plateforme Galaxy. C'est une plateforme réformiste. Même le berbère, il a été relégué à la 14e position. Là, c'était plus du social. Il faudra sortir de ça. Bilan général. Piètre Zaki, depuis 80. Seulement 3 instituts de langue berbère. Un institut à Tizi, un autre à Gaïr, un autre à Batna. Inscription dans la constitution de Tanaziev comme langue nationale et officielle, mais qui est restée lettre morte, puisque le berbère n'est pas véritablement enseigné. On a créé le HCA en Algérie, et le Maroc a créé l'IRCAN. L'IRCAN, c'est la même chose au Maroc. Les contre-acquis. École complètement arabisée. Tout ça, c'est des évidences. Hein. Enseignement du berbère facultatif. Pas de grands journaux, pas de grands médias, cabinets délaissés. Quand on compare avec les Catalans, qui sont nos voisins, eux, ils n'ont pas revendiqué. Ils ont instauré le catalan, l'école catalane, etc. Et même leur référendum sur l'indépendance, c'est eux qui l'ont organisé. Ils l'ont fait eux-mêmes, le CIF. Alors que nous, on demande un référendum. Il ne sera jamais accordé. Hein. Si on ne le fait pas nous, il ne sera jamais fait. Donc ces choses-là ne se demandent pas au pouvoir. Comme par exemple l'autodétermination.
Il faut les imposer. C'est tout. Sauf que c'est difficile. Hein. C'est difficile. Donc je dirais que le mouvement est resté bloqué pendant 21 ans. C'est à partir de 2001, printemps, 21 ans, je veux dire par là, de 80 au 14 juin 2001. Depuis 2001, on cherche un nouveau moteur idéologique. Il y a un frémissement des organisations indépendantes, ou en tout cas autonomistes. Le premier mouvement s'appelle le MKL. Vous savez ce que c'est le MKL? Mouvement pour la Kabylie libre. Et juste après, et c'était un mouvement clandestin, basé en Kabylie, c'était pas facile pour eux, et vraiment je leur rends hommage. Un grand hommage au MKL. Et puis par la suite est venu le MAC, d'ailleurs une partie du MKL ou le MKL en entier, ça je ne sais pas, a rejoint le MAC. Vous avez un membre fondateur du MKL. Oui, je sais. Très bien. Voilà. Il vous donnera plus d'informations tout à l'heure. Je pense qu'il me donnera des informations et merci Émilie d'être parmi nous. Merci. Et tu vois, on n'oublie pas le MKL, même si on n'en parle pas. La matrice originelle, on va dire. Oui. Voilà. Donc, je dirais le MKL MAC ont démystifié et levé le tabou nécessaire de la nécessaire autonomie. Il faut donc améliorer ou renforcer cette pensée transcendante qui est restée bloquée et reprendre la même chose par la base et monter en strate par strate. Reprendre les codes Kabylie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont délaissés. Et il est évident qu'on ne peut pas avoir de solution politique avec un pouvoir mortel. On ne peut même pas négocier avec lui. Et d'ailleurs, pourquoi négocier avec un pouvoir mortel? Car il y a du sang entre nous. Une rame à la chambre, il ne faut pas l'oublier. Bien. Je vais continuer à taper sur le pouvoir. En février 2019, il y eut l'avènement de ce qu'ils appellent le Hirak, que nous on appelle Saint-Clair, 2019. Donc ça faisait quasiment une génération que la société algérienne était sclérosée. Personnellement, je la pensais inerte pour très très longtemps. Très, très longtemps. Et puis d'une manière inattendue, démarre, mine de rien, un mouvement contre le 5e mandat honteux de Bouteflika. Ce mouvement, c'était nouveau, il a été émis sur les réseaux sociaux. Il a rapidement gagné toute la société. Parfois, la spontanéité nous réserve bien des surprises. L'histoire est ainsi faite. Donc la société civile a repris ses droits suite à 18 ans de silence. Dans les années 2019-2020, des millions de gens occupent l'espace public. Alors, 17 millions, vous vous rendez compte? 17 millions tous les vendredis, parfois c'était 20 millions tous les vendredis. Et puis, ça n'a pas. Ils ont juste fait sauter le fusible, suite à ça, le fusible de Bouteflika, et c'est tout. À titre d'exemple, donc je rappelle, 17 millions à 20 millions.
À titre d'exemple, si on prend mai 68 en France, la plus grosse manifestation à Paris a recueilli 1 million. Nous connaissons 17 millions ou 20 millions. Oui, même en France, bon, je dis 1 million à Paris, mais toute la France, La bataille de chiffres. on va dire 4 millions. Après, il y a 65 millions d'habitants. Et il y a 65 millions, non, à l'époque il y avait moins. Et ils ont fait sauter le pouvoir, en tout cas le gouvernement. L'Algérie compte un peu plus de 40 millions d'habitants. Alors j'ai fait le calcul, en tant que mathématicien, j'ai trouvé que 42% de la population était dehors tous les vendredis. 42% de la population. C'est énorme. Énorme. C'est du jamais vu. Une telle mobilisation aurait fait sauter n'importe quel régime dans le monde, y compris les plus dictatoriaux. Bon, à bien des égards, l'Algérie possède plusieurs arguments multiples d'un pouvoir développé, un pouvoir concentré. Donc je ne vais pas citer ces raisons pour ne pas abuser de votre temps. Par ailleurs, quand même, je vais le dire ça, les classements internationaux du bien-être social positionnent l'Algérie en dessous de la médiane. L'Algérie est à peu près entre 100e et 110e rang au niveau mondial. C'est-à-dire qu'elle est derrière le Maroc, derrière la Tunisie. Pourtant, l'Algérie a des ressources énormes, un pays immensément riche, en principe. Les richesses sont accaparées par le pouvoir réel dont on a parlé tout à l'heure. N'oublions pas que l'école est sinistrée, le régime de santé est en déshérence, etc. La situation actuelle, bon, on le voit tous, chape de plomb en Algérie, arrestation de nos amis, 300 environ, pour rien, on les accuse de terrorisme, alors que ces gens-là n'ont jamais touché une arme. Ils luttent avec leur langue et leur prise de position. La peur est chez nous, de moins en moins, j'espère, grâce à la manifestation Agir pour la Kabylie, entre autres, mais il y en aura d'autres. Autrement dit, la peur doit basculer chez eux, et pas chez nous. En Kabylie, c'est difficile. Je dirais même qu'il y a plus de flics que de militants en Kabylie. C'est terrible. Terrible. Cette situation ressemble étrangement à l'avant-avènement du printemps noir. Autre question qu'on doit se poser. L'Algérie est-elle une nation? Basé sur le modèle jacobin, le système algérien n'a pas cherché à inventer de l'intérieur. Les fractures linguistiques sont telles que nous ne pouvons qualifier le fatras algérien comme une nation. Deux raisons au moins le démontrent. Il y en a plus, mais je vais en citer que deux. Petit a, il n'y a pas de communauté de destin entre les régions. Par exemple, il n'y a pas de communauté de destin. La question identitaire n'est pas résolue et le pouvoir ne va pas la résoudre. Donc, pourquoi ce serait une nation? Mais pour combler ce manque de nation Algérie, l'idéologie dominante
a recours à ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Qu'est-ce que le cosmopolitisme? Qu'est-ce que c'est cette doctrine-là? Le cosmopolitisme, eh bien, c'est la théorie qui consiste à lier à terme les réalités nationales et à leur substituer un impérialisme de valeur supranationale. Qu'est-ce qui joue ce rôle-là? En général, ce sont les religions et les langues officielles qui jouent ce rôle. Alors, ce traquenard, le cosmopolitisme, est vraiment dangereux pour nous et il nous a fait du tort. Alors, tout ce qui est extra-national. On peut citer le substrat arabiste pour créer l'homme nouveau. Ils appelaient ça comme ça. On va créer l'homme nouveau arabe. Donc le pouvoir, c'est un allègrement servi de ce moulage des années 70. Donc nous avons assisté à une arabisation totale de plagiat. La Kabylie était en quelque sorte le maillon faible. Le maillon faible de la Oumma. La Oumma, c'est la mère patrie arabe. Mais au bout d'un certain temps, ces thèses n'ont plus fait recette à cause des dissensions des pays Moyen-Orient. Donc, le pouvoir a fini par renforcer une autre source supranationale, ça s'appelle l'islam. De l'islamisme, donc, religion d'État, l'islam sert de plus en plus d'opium et d'embrigadement. De gros moyens sont mis en œuvre pour islamiser, entre autres, la Kabylie, à travers la construction incessante de mosquées. Quand j'ai quitté la Kabylie, ma ville d'Akbou n'avait qu'une mosquée. Je crois que maintenant, il y en a 20 ou 25. Ça pousse comme des champignons. Malheureusement, ça marche. Hein. L'islamisation rampante fonctionne pour le moment. Un troisième cosmopolitisme, c'est l'anticolonialisme en Algérie. Alors, le pouvoir nous dit que le colonialisme a autant frappé la Kabylie que les autres régions du pays. Ça, c'est le pouvoir qui le dit. Nous savons que c'est faux. Donc, nous serions tous identiques puisqu'on a tous été frappés de la même manière. Ces litanies, en fait, cherchent à associer la Kabylie aux ennemis externes qui sont jaloux de la révolution. Ça, c'est leur discours. Donc, ces raccourcis révélateurs contribuent à mettre à l'index la Kabylie. C'est là qui nous pousse à ramasser nos billes et à organiser notre souveraineté, puisque c'est comme ça. Hein? Puisque c'est comme ça. Après, maintenant, pour nous, et je vais finir avec ça, si on veut nous orienter sur la souveraineté, l'autonomie, l'indépendance, bien entendu, est-ce qu'il faut aller vers l'organiser avec le pouvoir d'Alger ou sans le pouvoir d'Alger? Évidemment, on ne va pas l'organiser avec le pouvoir d'Alger, sinon on est complètement frappé. Mais, bien entendu, nous ne devons pas voir cet État souverain comme la solution clé en main, c'est-à-dire tac, allez, souveraineté. Il faudra le bâtir patiemment. Sa construction ira parfois rapidement, parfois lentement, ça dépendra des conjonctures.
ce sont les besoins qui forgeront graduellement cet État souverain. Cet État devra d'emblée créer une académie pour gérer et promouvoir la langue berbère. Cet État devra créer une académie pour gérer et promouvoir sa langue, son école, ses formations professionnelles. Il faudra qu'il organise l'économie locale, l'écologie, la justice, etc. C'est ce qu'on peut appeler le minimum régalien. Pour cela, il faudra de l'intelligence. Il faudra éviter les écueils de la violence. Ça nous sera fatal. Il faudra une élite dévouée et sincère. C'est une denrée rare, mais bon, peut-être que ça se trouve. Il faudra de la confiance et de la sérénité, comme c'était le cas en 4 heures. Question profonde. En serions-nous capables? En serions-nous capables? Tanmef Nouem, je vous remercie.